Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition un peu spéciale aujourd'hui. Nous vous proposons de revivre les temps forts de ces derniers mois à travers une sélection des meilleurs reportages de nos régions. Un condensé d'actualité et d'émotions à ne pas manquer. À la question à quoi ressemble l'intérieur d'une éolienne, voici la découverte de l'une d'elles sur le parc éolien de Teyet, au sud-est du département. La visite commence par le passage dans un monte-charge, puis la prise d'une échelle exiguë, avant de se retrouver à 100 mètres de hauteur, dans ce qu'on appelle la nacelle, la partie rectangulaire au-dessus du mât, à la base des pales. C'est ce qu'on appelle le moyeu ou le hub, donc il y a les 3 pales. Derrière moi, il y a la multiplicatrice qui permet de multiplier l'énergie, donc ça peut créer un rapport de 100. On arrive à 1200 tours minute, la génératrice, et derrière vous, le convertisseur. Donc qui derrière, l'énergie 690 volts qui est multipliée après avec le transformateur en 20 000 qui est réinjecté sur le réseau. Cette éolienne à 3 millions d'euros appartient à la société bordelaise Valorem, qui entend bien en implanter beaucoup d'autres dans le département. Un projet comme celui qu'on a juste derrière nous, il a mis 17 ans à se construire, ce qui est beaucoup trop long. Nous, on pense que ces projets-là, on peut, en prenant le temps de concerter avec la population, en prenant le temps de faire toutes les études environnementales nécessaires, on pense que c'est des projets qui peuvent sortir de terre en 4 ans. Valorem possède déjà les 4 éoliennes du site de Teyet, installées en 2019. Elle travaille à ériger la prochaine pour 2025. Des produits locaux, la Bretagne n'en manque pas. Alors parmi les richesses culinaires de cette région, il y a bien sûr l'élevage des moules, soit la mytiliculture, selon le terme professionnel. C'est pour en savoir un peu plus sur ce milieu qu'une entreprise locale organise des sorties en bateau au milieu des pieux où se trouvent les moules, comme vous le voyez sur ces images de TBO, la chaîne du groupe Le Télégramme. Des sorties qui intéressent autant les locaux que les touristes, propos recueillis par Mathilde Kemener de TBO. Donc imaginez-vous effectivement, en combi certes, mais dans une eau à peut-être 8-9 degrés, devoir plonger pour faire un nœud à la main sur tous les pieux que vous voyez là. On propose justement aux gens de découvrir l'envers du décor, comment on produit les moules. Généralement les gens sont assez contents, ils sont même assez surpris de la difficulté du métier. Quand on voit le prix d'un kilo de moule, le travail qu'il y a à faire, impensable quand même. C'est vraiment pas cher, 1 kilo de moule. C'est un métier qui doit être mis en valeur et voilà, de profiter des ressources qu'il y a près de chez nous. Je trouve ça très très intéressant. Allez, intéressons-nous à présent à un autre métier dans cette édition et à un navire méconnu de la plupart d'entre nous, la pilotine. Un navire puissant à la fonction particulière, transporter des pilotes spécialistes des entrées et des sorties de port à bord des ferries, des paquebots ou des cargos, comme vous le voyez sur ces images de nos partenaires en Corse. Un bateau et un métier atypique et non sans risque. Écoutez ces précisions recueillies par Maï Poupard et Paul Claret de Télépaisé. Alors notre métier consiste à faire entrer des bateaux ici sur la station de l'île Rousse et de Calvi. C'est des bateaux à partir de 60 mètres, tout ce qui est yacht ou navire de plaisance et surtout de commerce, et les faire entrer en sécurité. C'est surtout des bateaux qui sont très puissants pour affronter les mauvaises conditions météorologiques. Ce sont des bateaux qui sont relativement stables, qui permettent de passer du portique que vous voyez à l'échelle de pilote et qui nous amène à bord en toute sécurité. Sans transition dans ce journal, du karaté à 80 ans, c'est possible. Un club de la Sarthe propose des cours aux seniors 3 fois par semaine. Un moyen de rester en forme et de s'entraîner à l'occasion avec des cadors de la discipline. Un moyen aussi d'esquiver les idées reçues. Reportage d'Enzo Maubert pour LMTV Sarthe. Regardez. Et qui aille. Go! Ok, on avance d'un pas. Ne vous fiez pas à leur âge, ils ont beau avoir entre 60 et 90 ans, ce sont pour certains des karatékas expérimentés. Pendant que tu es en combat, Au dojo du club Samouraï 2000 au Mans, des séances sont spécialement réservées aux seniors, qu'ils soient ceinture noire ou débutants. Ce cours, il est fait pour toutes les personnes qui sont rentrées dans les arts martiaux, mais pour l'essence des arts martiaux, c'est-à-dire se préserver pas d'une attaque extérieure, parce qu'aujourd'hui on ne va pas se faire attaquer dehors normalement, mais plutôt de la maladie et de l'âge. Et l'âge n'a pas arrêté celui qu'on appelle Dédé. Plus de 40 ans de karaté à son compteur,
et c'est pour lui un véritable remède. C'est comme la pomme le matin. Qu'est-ce que ça fait la pomme le matin? La pomme le matin, quand on dit je mange une pomme le matin, je vais moins souvent chez le médecin. Et c'est pour ça que je disais, quand on fait du karaté, on va moins souvent chez le médecin. Si le karaté fait travailler réflexe, concentration et mouvement, il permet aussi de créer du lien et de garder le moral. Ça permet justement d'éviter de s'enraciner, de s'encrouter, on va dire. C'est très convivial, on se souhaite nos anniversaires, à la limite on est une petite bande d'amis, et même des fois on fait participer nos épouses, et donc c'est génial si vous voulez. Ça aide aussi à vivre, à donner un mental dans la vie, c'est pas toujours facile, quelquefois on tombe dans des trous, etc. Bon, à 84 ans, on a déjà connu la maladie, etc., l'hospitalisation. Mais ça aide à se relever à chaque fois. Et c'est ça qui est important pour moi. Bien plus qu'un sport de défense, fouler le tatami peut donc éviter non pas de vieillir, mais de devenir vieux. Voilà, et décidément, l'âge n'est en aucun cas une limite pour vivre ses passions. À presque 80 ans, Michel reste un mordu de l'univers des taxis de sa région, la côte d'Émeraude. Un littoral qu'il aime parcourir à bord de sa 2 chevaux un peu spéciale. Un modèle rare que bichonne cet ancien artisan. Une belle rencontre que nous propose la chaîne TVR. Regardez. Dans le nord du département, Michel possède un modèle unique, un peu capricieux au démarrage, une 2 chevaux taxi. L'été, je fais des sorties à droite à gauche, elles tournent, donc il n'y a pas de souci. Elles sont l'essence, ça doit être bon. Alors c'est un prototype, ça, qui n'a jamais vu le jour. Il y a eu 3 modèles de fait en France. L'ancien artisan taxi de Saint-Coulon a reproduit ce prototype proposé par Citroën dans les années 50, lorsque la mairie de Paris a voulu uniformiser les taxis de la capitale. Mais l'autorisation de circuler ne lui fut pas accordée. Parce qu'à cause de la capote, il n'y avait pas de ceinture de sécurité. La 2 chevaux, tout le monde la connaît dans le coin. Alors on a la chance aussi de pouvoir travailler dans ce métier dans des super décors. J'ai eu des Japonais qui m'ont envoyé des cadeaux du Japon parce que je leur ai fait découvrir un petit peu des choses qu'ils n'avaient pas l'habitude. Michel a acheté la licence taxi de Saint-Coulon au début des années 80. C'est pas facile quand on démarre dans une petite commune et puis placé ici, j'étais un peu éloigné de tout le monde, hein, donc après il a fallu faire sa place. Puis après, je me suis fait mon trou, je me suis fait connaître et puis le service était peut-être différent des taxis des grandes villes. À ses débuts, Michel acceptait toutes les missions, livraison de colis, trajets longs ou excursions privées à la demi-journée pour les touristes étrangers. Les pêcheurs à l'époque du coin, ils allaient à Terre-Neuve, donc il fallait les emmener à Bordeaux, à Boulogne, c'était des kilomètres là. Et puis après, je me suis un peu spécialisé, parce que j'aime bien bouger, dans l'excursion. Après, j'ai compris qu'en faisant les petites routes de campagne, les vieilles maisons, et là, c'était ça qu'ils voulaient voir en réalité. Le client, il nous connaît, il connaît nos habitudes. Et souvent, quand vous arrivez, allez, rentrez, prenez un petit café. Mais il y en a beaucoup, c'est tutut, ils arrivent devant le bistrot ou l'hôtel. Le client, il doit être à la disposition du taxi. Moi, je dis, c'est l'inverse. Le taxi, il est au service du client, ce qui est tout à fait différent. Il est en ancien franc encore. Les euros, aujourd'hui, ça correspond pratiquement à la somme, sauf que c'est pas la même valeur. Hein. Xavier Horry est un passionné des années 60 et plus particulièrement des voitures de cette époque. Il en compte des dizaines dans son garage et la rédaction de TL7 a eu la chance de s'y rendre pour une remontée dans le temps, sans radar ni péage. Regardez ce reportage. En épicier, en agriculteur ou bien encore en adjudant-chef de la gendarmerie. Xavier Horry est peut-être bien le seul à pouvoir exercer tous ces métiers et en même temps. À 44 ans, ce fan des années 60 fait vivre tous ces personnages à travers sa passion, la collection de véhicules qui nous replonge dans les 60s. Dans son hangar à Ferney, Xavier Horry a entreposé tous ces véhicules. Près de 70 voitures y sont précieusement abritées. Dans sa collection, on est surpris d'abord par la dizaine de voitures de la gendarmerie. Bichonnées et repeintes pour certaines, le collectionneur aime jouer le gendarme de l'époque. C'est aussi un métier que j'aurais voulu faire. Tout à fait, donc voilà, là aussi on se rattrape. On se rattrape avec les véhicules, on se rattrape avec l'ambiance. On se rattrape via une association qui s'appelle la PTG qui
pour lequel on travaille un petit peu avec la gendarmerie pour faire des expos, des choses comme ça. S'il n'a pu endosser l'uniforme, aujourd'hui il s'est bien rattrapé. 4L, estafette bleue, Peugeot 305 et bien d'autres encore. Et le collectionneur ne lésigne pas sur les détails. Ce bureau recrée l'ambiance d'une brigade dans les années 60. Avec tout le matériel d'époque, que ce soit tant au niveau du matériel, machine à écrire, téléphonie, plans divers, que les manuels de gendarmerie, que les procédures. Voilà. Les années 60, une époque qui fascine ce quadragénaire. Après avoir enfilé le costume de gendarme, il se met dans la peau d'un épicier. C'est à bord de cette estafette qu'il aurait tant aimé sillonner la campagne ligérienne. Là, c'est la peau de l'épicier. L'épicier, puisque ce véhicule a 6300 km, il est équipé comme une épicerie d'époque, qui passait dans les villages dans les années 60, il y a à peu près de quoi se nourrir, vous avez de quoi boire. Tracteur, mobilette, camion et même un corbillard complètent sa collection de voitures des années 60. Depuis 30 ans qu'il collectionne tous ces objets et engins qui roulent, Xavier Horry réalise quelque part un rêve d'enfant. Nostalgique des années yéyé, cette collection digne d'un musée amuse Xavier Horry. Aujourd'hui, il continue d'agrandir sa collection à un rythme beaucoup moins soutenu qu'à une époque. Mais son esprit grand enfant, lui, perdurera encore un bon moment. Dans le Val d'Oise, un garage d'un nouveau genre s'est implanté, le Meca Club. Il permet aux passionnés de mécanique d'utiliser les 1300 mètres carrés d'atelier comme une salle de sport grâce à une formule d'abonnement. Cette enseigne unique en France a déjà fait plus de 200 adeptes. Les détails avec la rédaction de Via 95. Être abonné à un club de mécanique comme à une salle de sport, c'est le concept unique en France du Meca Club. Avec ses 15 box tout équipées, installés dans un atelier géant de 1300 mètres carrés, les passionnés de mécanique peuvent venir entretenir leur voiture ou leur moto toute l'année. Vous prenez un abonnement, vous avez accès à une partie de l'atelier en illimité, du mardi au dimanche de 10h à 20h. Donc tout ce qui est machine à pneus, équilibreuse, bande géométrie, valise diagnostic, espace de travail partagé, ça c'est illimité. Et puis il n'y a que les heures de pont qui sont soumises à organisation. Et donc pour ça on a différentes formules avec plus ou moins d'heures de pont à consommer dans l'année. Et ça permet de répondre à tout type de projet, que ce soit des petites réparations, des grosses réparations, de la restauration de véhicules, de la préparation de véhicules pour le circuit. Voilà, on est capable de tout faire. Pour moins de 30 € par mois pour une voiture et 20 € pour une moto, le Meca Club est surtout un lieu d'échange et de partage autour de la mécanique, destiné à tous les passionnés, quel que soit leur niveau. 90% de nos clients, c'est des novices. Pour la plupart, ils n'ont même jamais encore monté un véhicule sur un pont. Donc on leur apprend à mettre déjà un véhicule sur un pont en sécurité et ensuite de faire des vidanges, des plaquettes. L'autre niveau, c'est les pneus, la géométrie. Et puis on avance comme ça, step by step. Comme dans une salle de sport, on a des coachs, donc ils sont 4, et du coup, ça permet de les accompagner dans tout ce qui est ensuite distribution, embrayage. Le but, il suffit d'avoir l'envie, et ensuite, c'est du temps, de la patience, et puis du plaisir, en fin de compte, tout simplement. Venir au Meca Club pour le plaisir, c'est le cas de Thierry, un ancien mécanicien auto. Tout le monde se donne un petit peu des ficelles, on ne connaît pas spécialement toutes les voitures par cœur, donc il y a toujours des gens qui ont rencontré des galères et qui connaissent, donc tout le monde s'échange et puis on se fait des petits repas de temps en temps entre nous, c'est sympa. Avec plus de 200 membres ici à Saint-Ouen-l'Aumône, le concept de self-garage connecté est en plein boom. Anthony souhaite lancer 2 nouveaux projets de Meca Club dans le sud francilien et à Bordeaux. Allez, remontons dans le temps dans ce journal pour découvrir ou redécouvrir d'anciennes machines agricoles. C'est l'histoire d'une passion, celle de Serge Vallée, que je vais vous conter maintenant, un agriculteur de la Sarthe, amoureux des chevaux de trait et de l'agriculture à l'ancienne. Dans son champ, il cultive chaque année plus de 2 tonnes de pommes de terre uniquement avec le travail de ses chevaux et de ses vieilles machines agricoles. Un reportage d'Anthony Piton pour LMTV Sarthe, regardez. Ça, c'est un Brabant à 2 chevaux, c'est-à-dire qu'il est réversible. Alors ça s'appelle une rotteleuse, c'était pour récupérer le foin qui avait été fané. La collection de Serge raconte une époque, celle de l'agriculture des années 50, avant les tracteurs. Ces machines sont toutes en état de marche. C'est surtout une valeur sentimentale, parce que tous ces gens qui ont travaillé avec ça à l'époque où ils n'avaient que ça pour se servir, je pense qu'ils ont été très très méritants.
Le point commun entre ces engins, ils sont les vestiges du temps de la traction animale dans les travaux agricoles. Dans son champ, Serge, lui, continue de labourer à l'ancienne avec ses chevaux de trait. Personne ne veut se servir des chevaux, ne peut se servir des chevaux parce que les chevaux c'est bien, mais il faut qu'ils soient éduqués pour pouvoir travailler comme ils travaillent là. S'il fallait vivre du travail des chevaux comme moi je travaille, je ne peux pas vivre. Il y a l'entretien du cheval, il y a le maréchal, il y a le vétérinaire, il y a le suivi sanitaire et ça a un coût. Un coût qui n'est rien à côté de son immense plaisir de perpétuer un savoir-faire et de revivre une partie de sa jeunesse. J'ai travaillé avec les chevaux moi jusqu'à 14 ans. C'était une très très belle époque. Tous les voisins s'entraidaient, tout le monde se donnait la main, tout le monde... que maintenant, ils ne peuvent pas se donner la main parce qu'ils n'ont plus le temps de se donner la main. Tandis que nous, à cette époque-là, tous les voisins s'entraidaient. La moisson, les battages, ça durait un mois. Donc c'était... Il n'y avait pas de zizanie comme on peut trouver maintenant entre voisins. Allez! Dans le futur, le collectionneur n'exclut pas d'organiser des démonstrations. Mais son souhait le plus cher, ça serait de transmettre pour que la tradition ne disparaisse pas. L'amour des traditions nous conduit dans les Vosges, maintenant dans un atelier hors du temps, celui d'un artisan italien qui consacre sa vie à la reproduction de reliques. Boutons d'uniforme, vêtements ou pièces de monnaie, rien ne se perd, tout se restaure et tout se fabrique ou se refabrique. Reportage d'Hélène Leplat pour Vosges Télévisions. Travailler dans le temps et plonger dans le passé, c'est la traduction même en latin de Labor Temporis, le nom de l'atelier créé en 2016 par ce fondeur d'art dans le village de Removille près de Neufchâteau. Et rendre visite à Marco Di Saro, c'est traverser les âges. Cet artisan d'origine italienne s'est spécialisé dans la reproduction d'objets historiques sur une période couvrant l'Antiquité à la Première Guerre mondiale. Il fabrique par exemple des boutons d'uniforme des armées napoléoniennes ou des monnaies de l'Empire romain. Jeune, il se prend de passion pour les reconstitutions historiques et décide avec des amis de vivre à l'époque médiévale. On a reconstruit les habitants de notre ville, des habitants simples, voilà, pas des riches à l'époque. Et donc on a commencé comme ça à la fin du XIIIe siècle. Après, on est passé par passion au Premier Empire napoléonien, parce qu'il y avait des régiments italiens qui ont combattu pour la France. Pour vivre pleinement sa passion de l'histoire, Marco Di Saro va suivre une formation en bijouterie et se spécialiser dans la fonderie d'art de métaux légers non ferreux. Dans son atelier, il réalise ses moules selon la technique de la fonte à cire perdue, d'où sortiront des pièces de l'époque choisies, comme cette boucle de ceinture romaine. Le geste, lui non plus, n'a quasiment pas changé. Ça change un peu la forme, les matériaux des outils, mais à la fin, sont plus ou moins les mêmes. J'ai part de la documentation d'origine, disons à peu près aux 80% des pièces, même plus. Et de là, avec les dimensions, les matériels et la forme, je vais recréer l'objet. Les articles sont remarquables de précision, fabriqués essentiellement en laiton ou en bronze. Marco Di Saro possède ainsi toute une collection de pièces de monnaies antiques. Ah voilà, ça c'est un des premières pièces. C'est vraiment, avec ça on peut tuer quelqu'un. C'est vraiment très très lourd et très gros. Ça c'était un des premières pièces en bronze, les sesterces en fait. Ces petits objets en série ou à l'unité sont commercialisés en ligne, essentiellement auprès de musées, un monde de connaisseurs. Et sur l'époque choisie par l'artisan italien pour ses créations, ils sont moins d'une dizaine en France à exercer comme lui ce métier original. Il est l'un des domaines les plus grandioses de l'Occitanie. Le château de Castries dans l'Hérault surplombe les magnifiques plaines du Languedoc. Son histoire raconte le passé d'une famille qui fit rayonner la région, la France et même les États-Unis. Un reportage découverte d'Anne-Sophie Pellegrini pour Via Occitanie, des images somptueuses. Regardez. À une vingtaine de kilomètres de Montpellier, cet imposant édifice surplombe les plaines du Languedoc. Il est le berceau de la famille de la Croix de Castries qui contribue à la grandeur de la France et à l'indépendance des États-Unis. Entouré d'un jardin à la française dessiné par Lenôtre, abreuvé par un aqueduc réalisé par Pierre-Paul Riquet, le château de Castries est l'un des ensembles monumentaux les plus importants du sud de l'Occitanie.
Bienvenue dans celui que l'on appelle le Petit Versailles du Languedoc. Chaque mardi, une vingtaine de bénévoles se retrouvent au 2e étage du château. C'est ici qu'est entreposé l'ensemble du mobilier de l'édifice. Alors nous sommes en train de passer de l'eau japonaise sur un meuble qui a été verni. Et jusqu'à temps que le coton soit blanc. Donc il y a quelques tours de bras à faire. Le château de Castries a été vendu à la commune en 2013. Depuis, c'est l'association Les Amis du Château de Castries qui s'attache à redonner au domaine tout son éclat d'antan. Quand le duc et la duchesse ont quitté au milieu des années 80, je crois que c'est 87, le château, tout est resté tel quel. Il y avait effectivement le whisky dans les bouteilles de whisky, les cigares dans les boîtes à cigares, le bureau du duc qui était académicien avec tous ses archives, ses papiers. C'est ce qui fait, à mon avis, l'intérêt principal de ce lieu, c'est de témoigner de la manière dont vivait une famille aristocrate à l'époque. Dans cette bibliothèque où sont entreposés temporairement les tableaux, vous avez ici donc le personnel central de la famille, Charles Eugène, Gabriel de la Croix de Castries, son grand uniforme de commandant de la gendarmerie, son bâton de maréchal. Et que vous regardez son beau profil, on le retrouve là-bas, sur ce buste, qui est la copie du buste qui se trouve à Sainte-Lucie, le buste du maréchal Charles Eugène Gabriel de la Croix de Castries. Un maréchal qui donna son nom à la capitale de l'île Sainte-Lucie pour avoir milité en faveur de la restitution de l'île à la France par la Grande-Bretagne lors du traité de Versailles en 1783. Mais l'histoire de la maison de la Croix de Castries commence 3 siècles plus tôt. La famille de la Croix, elle vient en fait de Majorque. C'est une famille de commerçants devenus riches. Elle avait de l'argent. Mais à ce moment-là, si vous voulez, l'argent ne suffit pas pour paraître en société. Il faut de l'argent, il faut un nom. Et pour se faire un nom, il faut une terre. Guillaume de la Croix achète la baronnie de Castries le 3 avril 1495 et se fait une place dans la noblesse française. 5 générations plus tard, son descendant, René Gaspard, devient le premier marquis de Castries. C'est lui qui, en 1660, a l'idée de faire un jardin à la française en sollicitant André Le Nôtre. André Le Nôtre vient de terminer sa formation en Italie et il vient de réaliser le parc de Vaux-le-Vicomte. Donc André Le Nôtre va venir à Castries, va établir les plans d'un parc à la française et pour respecter les règles d'un parc à la française, il va demander de l'eau pour pouvoir faire ses miroirs d'eau, ses cascades et ses jets d'eau. Le parc du château de Castries est ouvert au public tous les jours de l'année. Direction la Martinique pour terminer cette édition avec d'autres images éblouissantes, celle d'un volcan totalement décapité par l'érosion. À Sainte-Anne, la savane des pétrifications, c'est son nom, offre un paysage quasi lunaire, aussi incroyable que spectaculaire. Jean-Marc Dabreux et Teddy Albert de la rédaction de Via ATV en Martinique nous y conduisent pour une escapade volcanique. Regardez. Au sud de la Martinique, bordée par la mer des Caraïbes, une plaine aux faux airs de désert. La savane de pétrification ou la promesse d'un dépaysement garanti. Au beau milieu de cet espace inattendu, nous croisons ce groupe de randonneurs habitués des lieux. Quand je viens ici, en fait, c'est parce que j'ai l'impression de ne pas être en Martinique, en fait, quand j'ai besoin de sortir un peu dans mon île, sans partir. Visiter la savane de pétrification, c'est aussi faire une balade dans le temps. Il y a 23 millions d'années, l'île aux fleurs est née ici. Il reste encore des traces de cette époque lointaine. Ouais, là, je viens de ramasser un morceau de bois pétrifié, dit pétrifié, mais en réalité, c'est du bois silicifié. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus de bois à l'intérieur. En fait, le bois, il est fibreux, un bout de bois pourri. Et ce bois a été traversé par des remontées hydrothermales, c'est-à-dire de l'eau riche en silice. On se retrouve au cœur d'un volcan, totalement décapité. Nous sommes en train de réaliser là, le rêve un peu fou de Jules Verne, c'est-à-dire pouvoir
rentrer au cœur de volcans. De ce passé volcanique découle un sol argileux et très fertile. Une terre idéale pour la culture du melon. Cette exploitation d'une centaine d'hectares y était plantée depuis une quinzaine d'années. Les plantes sont puissantes et nous donnent un produit de grande qualité. Donc le fait d'être à proximité de cette zone nous fait partager la chance d'un terroir exceptionnel. Une nature généreuse et captivante. Ce photographe professionnel en a fait son terrain de chasse favori. Il y a beaucoup d'espèces différentes. Là, on parlait du paille en queue, mais on vient de voir le balbuzard pêcheur passé. Il y a la frégate, le pélican. On a l'impression d'être sur l'eau avec les oiseaux. Jadis, point le plus haut de l'île, la savane de pétrification offre aujourd'hui un panorama unique sur la Martinique. Voilà, au revoir, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Au revoir à tous.